Dans la première partie, nous pouvons entendre Ludivine Gaillard, historienne de l'art, qui nous présente la représentation des femmes dans la peinture de l'art occidental, et en deuxièmement, Karine Chichereau, qui nous a composé un inventaire des peintresses inconnues et surtout expliqué pourquoi ces peintresses ont été mises de côté et ignorées. Bonsoir à toutes et à tous. Mais pourquoi la madame, elle est toute nue ? Donc c'est une question que, en tant que médiatrice culturelle, des enfants m'ont très souvent posée lorsqu'on se baladait dans un musée lors d'une visite. Donc certains de ces enfants pouffant de rire ou étant sincèrement interloqués. Alors oui, pourquoi la madame, elle est toute nue ? Pourquoi sommes-nous habitués à voir ces myriades de femmes dénudées dans nos musées, comme vous avez pu le voir dans le diapo qui circulait en début de séance, et de manière plus large dans notre iconographie occidentale. Et que penser des violences exercées sur les femmes, sur ces personnages féminins dans l'art qui sont tout aussi courantes et magnifiées. Donc, je débute cette réflexion par un simple constat. L'art occidental a été produit principalement par des hommes, pour des hommes, jusqu'à très récemment. Les artistes femmes ont toujours existé, mais ont été sciemment écartées de la production artistique qui était menée tambour battant par les hommes. Karine Chichereau nous en parlera bien mieux tout à l'heure. Donc, cette production artistique qui a été largement dominée par les hommes, c'est en fait leur vision du monde que l'on voit dans ces œuvres d'art et leur vision des femmes, en fait, qui s'est exprimée au fil des siècles et que nous contemplons encore aujourd'hui. Et une œuvre d'art peut être considérée comme le reflet de l'époque dans laquelle elle a été produite, et notamment dans le cas qui nous intéresse, des rapports hommes-femmes à une période donnée. Donc avant tout, muse et modèle, les femmes ont revêtu la multitude de facettes que les hommes ont pu leur prêter. La pécheresse, la beauté idéale, la mère et l'épouse parfaite, la putain, la vierge, la castratrice, etc. Donc, je vais maintenant vous commenter quelques œuvres pour un peu exemplifier tout ça. Alors, je ne sais pas si je cache pas trop l'œuvre. Je ne vais pas me tenir comme ça. Normalement, vous devez la voir. Donc, pour introduire mon propos, j'ai choisi la Vénus endormie de Giorgione, donc qui date de 1508, parce que c'est un modèle qui a été ensuite pastiché, qui a été repris par des artistes, notamment par le Titien avec sa Vénus d'Urbain, ou encore Manet avec son Olympia. Et puis, c'est très représentatif de la façon dont les artistes hommes ont représenté les femmes dans leurs œuvres, déjà par le format. Et le format est horizontal, parce que les femmes dans l'art occidental sont majoritairement représentées allongées, donc l'horizontalité qui est associée à une forme de passivité, et tandis que les hommes sont plutôt dans des portraits verticaux, bien campés sur leurs pieds. Voilà. Donc, ces corps féminins qui sont nus, qui sont exposés à notre regard, incarnent aussi la beauté. La femme incarne la beauté. Elle est faite pour être regardée. Elle est faite pour qu'on puisse y projeter nos fantasmes aussi. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. On est à la Renaissance. Et ensuite, je voulais passer au 19e siècle. Le 19e siècle qui a été une véritable usine de fabrique de corps féminins à Languille. C'est d'ailleurs le critique d'art Huysmans qui avait parlé de
des salons de peinture où les artistes exposaient alors pour ensuite avoir leurs œuvres soumises à un jury et recevoir des prix. Huysmans avait qualifié ces salons de fabrique de chair fraîche, fabrique de naïades. Donc personne n'était dupe à ce moment-là. Et donc, on retrouve encore cette femme allongée ici. Il s'agit de la naissance de Vénus de Alexandre Cabanel, et on est en 1863. Et ce qui est intéressant, c'est que... Alors, pourquoi c'est Vénus ? Parce qu'on a la présence de petits angelots au-dessus, qu'on peut associer à Cupidon, qui est un fidèle compagnon de la déesse de l'amour et de la beauté, Vénus. Et ensuite, elle est étendue sur de l'écume, parce que d'après la mythologie gréco-romaine, Vénus serait née de l'écume de la mer. Bon, on va quand même relever que cette vague est bien dure, hein, parce que je ne sais pas vous, mais moi j'associerais plus ça à un lit sur lequel elle est étendue. Parce que cette Vénus, en fait, est une femme totalement contemporaine du peintre et des contemplateurs, si l'on s'attarde sur sa taille, qui est marquée comme si elle avait porté un corset que les femmes de la haute, de la bourgeoisie, portaient quotidiennement. La chevelure aussi, on peut la relever, qu'on ne dénouait les cheveux que dans l'intimité. En public, ils étaient attachés pour la bienséance. C'était associé à l'intimité, à la sensualité. Ici, ils sont totalement dénoués. Et puis, sa pose, qui est très alanguie. Est-ce qu'elle est en train de se réveiller ? Est-ce qu'elle est en train de se trémousser pour attirer le mal ? Et l'empereur Napoléon III ne s'y est absolument pas trompé. Lui qui était réputé pour être un coureur de jupons, d'avoir de nombreuses maîtresses, a acheté ce tableau à Alexandre Cabanel. Et je voulais vous le comparer très rapidement avec celui-ci de Henri Gervex, parce que le parallèle, je trouve, est assez édifiant. Parce que je vous disais que la Vénus, est-ce qu'elle ne serait pas plutôt allongée sur un lit ? Ici, donc c'est d'après un poème d'Alfred Musset qui s'intitule Rolla, qui date de 1833, qui raconte donc un jeune homme prénommé Rolla qui va se suicider parce qu'il ne voit pas d'avenir avec la courtisane dont il est tombé amoureux, la courtisane qui est ici Marion. Donc nous avons vraiment le même type de posture, sauf qu'ici c'est grâce au titre, au XIXe siècle, on sait qu'il s'agit d'une courtisane. Il y a son corset en plus qui est posé au premier plan. Et ce tableau d'ailleurs a fait scandale. Il a été décroché un mois avant le fameux salon où il devait être accroché parce que c'est beaucoup trop explicite. On préfère les Vénus comme ceci aseptisées. Il y a le titre, c'est bon, c'est la naissance de Vénus. Voilà. Tout va bien, la bienséance est préservée. Là, c'est beaucoup trop explicite. On censure ça tout de suite. Je vais un peu vite parce qu'on a chacune un temps de parole. Donc, je suis désolée si ça paraît un petit peu comme ça, parce que je voulais vous parler d'autres œuvres, dont celle-ci, L'enlèvement de Proserpine. Donc là, on passe plutôt sur les représentations où les femmes sont victimes d'agressions. Donc l'enlèvement de Proserpine ou Perséphone, c'est le mythe gréco-romain raconte que Perséphone était une jeune fille d'une grande beauté, était en train de gentiment cueillir des fleurs avec ses amis, quand tout à coup la terre s'est ouverte et un char infernal est sorti de terre qui était conduit par le dieu des enfers Hadès, qui est l'oncle de Perséphone, et il l'a enlevé. Il a ensuite emmené en enfer, il a marié de force à lui-même, il a violé, etc. Et donc cette sculpture, je la trouve assez édifiante parce que, bon, déjà, d'une part, je vous ai mis des gros plans pour que vous voyez vraiment la qualité d'exécution du Bernin. C'est une sculpture en marbre, donc c'est juste magistral au niveau de l'exécution. Mais moi, j'ai un souvenir qui est lié à cette sculpture qui est donc conservée à la Galerie Borghese à Rome. J'étais en compagnie de mes parents et avec ma mère, on faisait le tour de la sculpture et on disait « Oh là là, c'est magnifique ! Oh là là, il regarde ça !»
Et puis à un moment donné, on se rejoint, et quasiment en même temps, on s'est dit qu'on était mal à l'aise. On s'est dit quand même, c'est violent. Elle est en train de pleurer. Lui, il est complètement excité. Elle a soulevé. Il est en train de jubiler. Alors, j'aurais pu faire un gros plan aussi sur sa tête. Il a un sourire extatique presque. Et ce qui est intéressant dans cette sculpture, c'est que à ses pieds, Hadès a laissé tomber son sceptre. Alors, c'est pas un trident, parce qu'il y a juste 2 dents, mais bon, c'est l'idée. Son objet de pouvoir, il est au sol. Parce que son nouvel objet de pouvoir, c'est Perséphone Proserpine, qu'il saisit vraiment, tandis qu'elle est en pleurs, elle est en pleine résistance. Et donc, pour en revenir à l'anecdote avec ma mère, ce qui est intéressant avec ce genre de sculpture magistrale, c'est qu'elle est exposée à la galerie Borghese, qui déjà, en tant que lieu, est juste sublime, avec toutes ces dorures, ces marbres, ces peintures au plafond. Donc on a déjà un bel écrin qui accueille une belle sculpture. Et moi, ce pourquoi je travaille en tant que médiatrice culturelle, c'est que j'ai envie qu'il y ait davantage d'explications, de contextualisation, dans notamment les cartels qui accompagnent les œuvres, parce que toute cette beauté, ces écrins comme ça qui accueillent ce genre d'œuvres qui sont quand même assez violentes, en fait, atténuent la violence qu'on est en train de regarder, voire la banalise et aussi la sublime quelque part. Donc il y a peut-être une forme de passivité aussi quand on regarde ce genre d'œuvre, dans le sens où on se laisse transporter par la qualité de l'exécution, par le côté magistral, grandiloquent aussi. Alors que ce genre d'image participe à ce qu'on nomme aujourd'hui la culture du viol. Ces images, que ce soit des sculptures ou des peintures, ou je pense même à des photographies dans la mode, ou de certains films, ça fonde vraiment notre culture visuelle, et je pense qu'il est important de les interroger et de les faire justement descendre un petit peu de leur piédestal pour in fine, renverser un petit peu la vapeur. Je précise que je ne suis absolument pas pour censurer les œuvres d'art, mais au contraire les contextualiser, parce que ça reste des témoins de certaines époques, et aussi ce sont des modèles qui se répètent d'un siècle à un autre, changeant plus ou moins de forme. Je voulais conclure maintenant, je ne sais pas si je suis dans les temps, normalement ça devrait... C'est bon. Et sur cette dernière œuvre, donc de Franz von Stuck, qui date de 1893, parce que je vous ai donc parlé de la beauté passive qui est faite pour être regardée, la beauté qui justifie l'agression, comme on a vu avec l'enlèvement de Proserpine. Et maintenant, je voulais faire un rapide tour sur la beauté fatale, la femme fatale, parce que nous sommes toutes les héritières d'Ève, la première pécheresse. Et donc, apparemment, on aurait ce péché en nous. Donc, le péché, comme le dit si bien Franz von Stuck, le péché qui n'est autre que celui de la luxure, qui serait tapi en chacune d'entre nous, et qui est ici représenté par cet énorme serpent dégoûtant qui s'enroule noirâtre autour du torse de cette femme. Et cette femme d'ailleurs qui a le visage dans l'ombre, c'est-à-dire que elle a ses intentions dissimulées, elle est prête à bondir finalement. Est-ce que ce n'est pas elle, le serpent, puisqu'il a sa tête très proche aussi de son visage, comme si c'était une créature bicéphale. Et ce qui nous intéresse, ce qui est l'appât finalement, c'est la poitrine qui est d'albâtre en pleine lumière, comme si un projecteur était vraiment braqué sur elle. Donc ça, c'est tout un paradoxe qui traverse l'histoire des femmes, mais aussi l'histoire de l'art, le fameux la Vierge et la putain, ce fameux clivage, et qui est donc le côté putain, castratrice, fatale dans tous les sens du terme, qui est interprété incarné par ce genre de représentation. Voilà, donc pour conclure, comme je vous le disais, je pense qu'il est important
aujourd'hui de continuer à interroger ces œuvres, quelles qu'elles soient. Moi, je vous parle des beaux-arts, hein, mais toutes les œuvres, notamment en croisant étroitement histoire des femmes, mais aussi histoire de l'art, pour comprendre pourquoi les artistes, à un moment donné, ont représenté de telle façon les femmes, pourquoi ça se répète d'une époque à une autre, parce que comme je vous le disais, ces images ont un pouvoir, font partie de notre inconscient collectif, de notre culture visuelle, et il est grand temps de les dépasser un petit peu. Bonsoir. Oui, effectivement, moi, donc ma profession principale n'est pas l'histoire de l'art, mais je dirais que c'est quelque chose qui m'intéresse au plus haut point et qui me passionne de plus en plus au fur et à mesure des années. Donc, je m'intéresse tout particulièrement aux peintresses. Alors, en général, quand je dis ça, les gens me disent « mais c'est quoi ce mot? C'est un néologisme, d'où ça sort? C'est pas beau ?» Alors, en fait, souvent... Et c'est absolument pas pour critiquer la formulation des choses d'ici ce soir, mais les gens parlent de femmes peintres ou de femmes artistes. Sauf que quand on dit femme peintre ou femme artiste, on essentialise complètement la personne. On dit d'abord que c'est une femme avant d'être une artiste. Comme si on ne pouvait pas être d'abord une artiste. C'est comme si on vous disait que vous êtes une femme avocat ou une femme boulanger, alors qu'on dirait jamais un homme boulanger ou un homme peintre. Donc, pourquoi une femme peintre? Voilà. Alors, pourquoi j'ai utilisé ce mot peintresse? En fait, ça n'est pas du tout un néologisme. C'est un mot qui existe dès le XIVe siècle et qui a été relevé pour la première fois dans sa graphie, donc P-E-I-N-T-R-E-2-S-E, chez Clément Marot en 1530. Donc, vous voyez, ça date pas d'hier. Le problème, c'est que au XVIIe siècle, on a créé l'Académie française, dont vous avez entendu parler, je pense, et que le pouvoir royal de Louis XIV a mis la main sur toutes ces académies qui existaient à l'époque, et on a fait des objets de pouvoir. Et donc on a dit, il n'est pas possible que des peintresses, des autrices, des médeciennes soient répertoriées dans le dictionnaire parce que les femmes n'ont pas la carrure intellectuelle pour exercer ces professions. Donc, c'est tout simplement de l'invisibilisation directe. Et ce qui n'est pas nommé n'existant pas, c'est une manière de se débarrasser de toutes ces femmes qui portaient au ombrage un pouvoir très masculin. Donc, dès le Moyen-Âge, on trouve des artistes chez les femmes. Par exemple, dès 1400, à Paris, on compte entre 10 et 15% des artistes qui sont des femmes, parmi les personnes qui font des enluminures, ce qui se fait beaucoup à l'époque, ce sont des femmes, 10-15%. Bon, on a peu de noms à l'époque parce qu'on est encore dans les artisans, on n'est pas encore dans les artistes, mais je peux vous citer par exemple Bourgault ou Anastase. Les premières peintresses de l'histoire au sens moderne, donc c'est plutôt à la Renaissance qu'elles apparaissent, les premières sont italiennes évidemment, parce que l'Italie a toujours un coup d'avance, c'est Onorata Rodiani et Catarina dei Vigri, plus connue sous le nom de Sainte Catherine de Bologne. Donc voici, alors je suis désolée pour la qualité des images, c'est une représentation donc d'une Vierge à l'Enfant de Sainte Catherine de Bologne. Pourquoi est-ce que cette image est mauvaise? C'est parce que, en réalité, personne ne s'y intéresse. C'est parce que, aussi, la première cause d'invisibilisation des peintresses, c'est la destruction des œuvres ou la non-conservation des œuvres. Et dans le cas des deux personnes que je viens de vous citer, Onorata Rodiani et Sainte Catherine de Bologne, pratiquement tout a été détruit. Donc, la seule représentation d'une œuvre que j'ai trouvée pour Sainte Catherine de Bologne, c'est cette Vierge à l'Enfant. Alors, je voudrais donc en venir à la France. Notre première peintresse française, en tout cas celle que moi j'ai trouvée, c'est Marguerite Bahuche. Alors, évidemment, vous n'en avez jamais entendu parler. Elle est née à Tours dans les années 1560. Alors déjà, on n'est pas sûr de tout à fait la date. Elle est fille de peintre, donc évidemment, elle est formée par son peintre. Elle épouse ensuite un peintre qui s'appelle Jacob Bunel. Et tous les deux sont appelés à la cour d'Henri IV pour participer aux grandes commandes d'État. Et en particulier, il y a une commande extrêmement importante,
qui est celle de la Petite Galerie, qui sera plus tard la galerie d'Apollon que vous connaissez sans doute, qui donne sur les jardins de l'Infante et où est exposé aujourd'hui le trésor, les joyaux de la couronne. Donc, que font-ils dans cette petite galerie? En fait, ils sont chargés de faire des portraits des rois et des reines de France, qui sont eux-mêmes ornés de médaillons représentant les personnes célèbres de leur époque. Jacob va s'occuper des rois et Marguerite va s'occuper des reines. Donc ce qu'ils font, c'est vraiment magnifique. Et Marguerite Bahuche, à son époque, est très renommée. Les historiens, les gens qui critiquent, entre guillemets, l'art parlent beaucoup d'elle et en plus disent que son travail est supérieur à celui de son mari, ce qui est quand même quelque chose. Malheureusement, la galerie brûle en 1660 et c'est après qu'on aura la galerie d'Apollon. Et voilà pourquoi on n'a en fait rien aujourd'hui qui soit attribué à Marguerite Bahuche. Et pourtant, je vais vous dire, elle a une telle importance qu'au moment de la mort de son mari en 1614, donc c'est Marie de Médicis qui est régente à l'époque, elle la nomme peintre du roi à la place de son mari. Elle lui donne toutes les charges, tous les privilèges qu'il avait. Elle devient même conservateur des tableaux du Louvre et des Tuileries. Ça veut dire que c'est elle qui s'occupe de tous les tableaux qui sont au Louvre et aux Tuileries. Même si c'était moins grand à l'époque, c'est quand même quelque chose. Donc c'est sans doute à son époque une femme parmi les plus éminentes de son siècle et même sans doute de ce qui a précédé. Et aujourd'hui, quand vous visitez le Louvre, nulle part vous trouvez sa trace. On trouve Jacob Bunel comme peintre de la Petite Galerie, on ne parle jamais de Marguerite Bahuche. Donc voilà, ce qui est extrêmement dommage. Alors par la suite, au XVIIe, donc on crée aussi l'Académie royale de peinture et de sculpture en 1648. Donc c'est un progrès pour les femmes, ça les fait sortir de la totale invisibilisation. Mais elles ne sont pas très nombreuses. Et parmi les premières, il y en a aussi qui ont été complètement invisibilisées parce qu'on a perdu toutes leurs œuvres. Alors je vais juste citer leurs noms. Il s'agit de Hans Trésor, Catherine Perrault et la première sculptrice qui s'appelle Dorothée Massé. Donc il ne reste rien des œuvres de ces femmes qui pourtant, vous imaginez bien, pour avoir été élues dans cette académie, étaient des femmes éminentes. Tout ce qui nous reste de Catherine Perrault, c'est un traité qu'elle a écrit sur la peinture des plantes et des oiseaux. Donc grâce à cela qui nous est resté, on a encore une trace d'elle. Et alors, comble du comble, au XIXe siècle, il y a des critiques qui vont la critiquer d'une manière extrêmement méprisante, sans évidemment avoir jamais vu ses œuvres. Et un certain Henri Bouchot écrit même, je le cite parce que ça vaut son pesant de cacahuètes, « Ils écrivent miniature, tous. Ils pourraient aussi bien dire mignardise. Mignarderie de conception, de pratique, de faire, petitesse de métier, routine mignonne. » Donc comme si en plus miniature et mignard ou mignon ça avait la même racine, alors que ça n'a pas du tout la même racine. Donc c'est vraiment ignoble de la part de ce critique. Alors, la deuxième cause d'invisibilisation des peintresses, c'est bien entendu d'entraver leur carrière, comme on l'a dit un petit peu précédemment. Il ne faut pas qu'elles fassent de concurrence aux hommes. Donc, dans l'Académie royale de peinture et de sculpture, entre 1648, la création, et la Révolution où ça s'est arrêté, elles seront 15 à entrer à l'Académie. Donc 15 en 150 ans, sachant qu'il y a 70 membres dans l'Académie. Donc je vous laisse imaginer les statistiques, moi je n'ai pas cherché. Donc les deux dernières qui seront là, vous les connaissez, il y a Adélaïde Labille-Guiard et surtout il y a Vigée Lebrun, que bien entendu tout le monde connaît. La Révolution arrive, rebaptise l'Académie en Académie des Beaux-Arts. Alors elle va faire une chose qui est extrêmement sympathique, c'est qu'elle va carrément exclure les femmes. Par contre, elle leur donne le droit de représenter leurs œuvres au Salon des artistes, qui est le plus grand salon, et ça, c'est le début de quelque chose. Parce que petit à petit, évidemment, pour exister en tant qu'artiste, il faut exposer. Et exposer dans ce salon, c'est absolument capital. Et au fur et à mesure du XIXe siècle, la part des femmes augmente de plus en plus au Salon des artistes. Alors, je vous présente ici un tableau de Virginie de Montbreton, qui s'appelle « Femme de pêcheur venant de baigner ses enfants », 1881.
Pourquoi je vous montre ce tableau? Parce que c'est grâce à elle que l'Académie des Beaux-Arts s'est ouverte aux femmes en 1897. Et ensuite, en 1903, le prix de Rome. Le prix de Rome, c'était vraiment le prix de peinture le plus excellent, mais vous voyez, il a fallu attendre 1903 pour que les femmes puissent concourir, comme si elles représentaient un tel danger pour les hommes qu'ils n'osaient pas les laisser concourir. Donc, l'Académie des Beaux-Arts, pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Parce que donc c'est la représentation, mais c'est aussi la formation. Et la formation, c'est quelque chose de tout à fait capital. Parce que tant que dans les arts, si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas acquérir les techniques nécessaires pour pouvoir produire. Donc il est impossible pour une femme de devenir professionnelle et d'avoir une carrière. Avec la Restauration, donc après la Révolution, donc la Restauration et le Code Napoléon, vous savez, ont retiré tous les droits que les femmes pouvaient éventuellement avoir et les réduisant à un statut quasiment d'esclave. Néanmoins, certaines ont réussi à émerger, comme Rosa Bonheur, que vous connaissez aussi sans doute, qui déclare, en prenant la direction de l'école impériale gratuite de dessin pour demoiselles, elle leur dit à ses élèves: « Suivez mes conseils et je ferai de vous des Léonard de Vinci en jupon. » Parce que Rosa Bonheur, évidemment, elle avait tout compris. Elle a fait la brillantissime carrière qu'on sait et elle sait que l'enseignement, c'est la clé de la réussite. Et une des raisons pour lesquelles on a si peu de peintresses qui ont émergé, c'est parce qu'elles n'avaient pas les enseignements. Donc au XIXe siècle, on voit fleurir à Paris toutes sortes d'académies. À partir de 1870 environ, on a l'Académie Julian, l'Académie de la Grande Chaumière, l'Académie Colarossi, etc. Il y en a plein. Et ces académies, donc, qui forment les femmes, puisque donc, les beaux-arts, c'est toujours interdit, forment également énormément d'artistes qui viennent de l'étranger. Donc moi, j'essaye aussi de mettre en avant toutes ces peintresses qui sont venues apprendre à Paris. Et pour vous donner un chiffre, rien que si on compte l'Amérique du Nord, on compte environ 1000 peintresses qui sont venues à Paris pour apprendre l'art. Ce qui est quand même assez énorme. Toutefois, il ne faut pas crier victoire trop tôt. Donc, je vous présente ici une toile de Ghada Amer. Alors Ghada Amer, c'est une artiste qui est née en Égypte, qui a fait toute sa scolarité en France, ses études supérieures. Et notamment, en 1985, elle habite à Nice, elle s'inscrit à la Villa Arson, qui est une école d'art contemporain et expérimentale. Et je le souligne bien, c'est une école publique. Les 2 premières années, elle fait des études d'art général, tout va bien. 3e année, elle a toujours rêvé de faire de la peinture, donc elle demande à aller en spécialité peinture. Et que se passe-t-il ? On lui refuse. Donc elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et elle regarde autour d'elle, elle s'aperçoit que toutes les filles qui ont candidaté pour la peinture sont refusées, alors que les garçons, eux, ont été acceptés. Donc elle va demander des comptes, parce que bon, c'est quand même pas normal. Et là, on lui répond tout à fait simplement qu'il ne forme pas de femmes parce qu'une femme ne peut pas faire carrière dans la peinture. Voilà, donc prophétie auto-réalisatrice. Si on forme les femmes, c'est sûr qu'elles feront jamais carrière. Bon, rassurez-vous pour Ghada Amer, elle a abandonné la peinture classique, elle s'est mise à peindre avec du fil à broder, c'est devenue une artiste extraordinaire et comme elle n'était pas reconnue en France, elle est partie à New York. Voilà, et je suis en train justement de travailler un article sur Ghada Amer qui paraîtra dans Diacritique, donc la revue en ligne pour laquelle j'écris, dans quelques semaines, je pense. Alors, le 3e facteur principal contribuant à l'invisibilisation des femmes, c'est l'entourage proche. Évidemment, vous savez que pendant très longtemps, une femme qui se mariait était obligée d'arrêter sa carrière, ou bien elle avait des enfants, elle n'avait plus le temps de produire. Mais ça, c'est une des raisons. Il y a aussi le fait que beaucoup d'entre elles ont travaillé dans l'ombre d'un homme. Par exemple, donc ça peut être le père qui est peintre, qui a formé sa fille et qui préfère quand même la garder à une place inférieure. Alors je vous donne l'exemple de Tintoret, il forme sa fille, Marietta Robusti, dite la Tintoretta, mais il l'empêche de faire carrière puisque Philippe II d'Espagne appelle Marietta Robusti à sa cour pour qu'elle vienne travailler pour lui. Son père refuse. Et voilà comment on met fin à une carrière.
Parfois aussi, c'est le mari qui entrave la carrière de sa femme en s'appropriant son art. C'est tellement plus simple. Donc on a beaucoup de cas, évidemment, je ne vais pas tous les citer, mais en France, par exemple, on a Jean-Honoré Fragonard, dont vous avez aussi sans doute entendu parler. Sa femme, Marianne Fragonard, est peintresse, elle travaille avec lui, donc elle travaille sur ses toiles, elle peint aussi des toiles elle-même, et évidemment, ces toiles sont attribuées à son mari. C'est beaucoup plus simple. Voilà quelque chose que nous ne savions pas. Merci de nous l'apprendre, Karine. Il y en a beaucoup d'autres, hélas. Est-ce que vous avez encore beaucoup de choses à nous dire? Je vais essayer d'activer. Oui, parce qu'il y a des questions du public. Merci. Donc voici un tableau de Margaret Keane. Donc, elle est elle-même peintresse, mariée à un peintre amateur qui s'appelle Walter Keane et qui commence à vendre ses œuvres sous son nom. C'est un bon vendeur. Donc il réussit à vendre les œuvres en disant qu'elles sont de lui. Au début, elle ne le sait pas. Quand elle l'apprend, elle se sent assez démunie. En fait, elle a peur de son mari, donc elle accepte. Et puis il lui dit que ça rapporte plus de vendre les œuvres d'un homme que d'une femme. Au bout d'un moment, quand même, la réalité finit quand même par s'imposer. Elle décide de le quitter, elle divorce. Et elle annonce publiquement que c'est elle donc qui a peint toutes ses œuvres. Mais bien entendu, le mari nie tout. Et ils sont obligés d'être confrontés devant un tribunal où on leur demande à chacun de peindre une œuvre. Donc c'est ce qu'on appelait les peintures aux grands yeux. Et évidemment, elle peint en 45 minutes sa toile. Lui prétexte qu'il a mal à l'épaule et qu'il ne peut pas peindre. Donc résultat, la cour tranche, c'est à elle qu'on attribue tous les droits et elle emporte quand même 4 millions de dollars. Alors le dernier facteur dont je voudrais parler, c'est l'invisibilisation institutionnelle. Donc aujourd'hui, comment s'opère l'invisibilisation des peintresses? D'abord dans les musées, très peu d'œuvres de femmes sont présentées. Un exemple, actuellement au musée des Beaux-Arts de Lille, il y a une expo qui s'intitule « Où sont les femmes ?» Et il y a 60 000 œuvres conservées dans ce musée avec seulement 135 œuvres de femmes, ce qui fait un chiffre de 0,2%. Au Prado, à Madrid, il y a 9 œuvres de peintresses sur 1700 tableaux exposés, c'est-à-dire 0,5%. Au Louvre, on compte 29 toiles sur des milliers. Au musée d'Orsay, on augmente un petit peu, on arrive à 7% des artistes présentés. Et au Centre Pompidou, on arrive à 20%. Mais vous voyez, ça reste encore extrêmement faible. On sait que les peintresses ont toujours existé et qu'elles ont toujours peint, et beaucoup plus que ce que représentent les chiffres que je viens de vous citer. Aujourd'hui, environ la moitié des artistes sont des femmes. Or, dans les musées, évidemment, on est absolument loin de tout ça. Et bien entendu, si on ne montre pas les œuvres, les artistes n'existaient pas, comme je vous le disais. Alors, je vais terminer par une histoire horrible. Je vais vous raconter l'histoire de Joséphine Nevinson. Elle est née à Manhattan en 1883, elle fait des études d'art, elle a du succès, elle expose, et notamment aux côtés de Modigliani et Picasso, donc vous voyez, pas n'importe qui. Mais hélas pour elle, un jour, elle rencontre le peintre Edward Hopper. Et là, c'est le début de la fin. Elle se marie avec lui, elle est peintresse, lui, illustrateur. C'est déjà un mariage violent entre eux. Bon, ça se passe pas très bien. Et c'est elle, en fait, qui va prendre en main toute sa carrière. Elle va devenir son agente, elle va s'occuper de tous ses contrats, de tout un tas de choses. Elle va lui apprendre l'aquarelle et il va, lui, se servir de ce qu'elle fait pour ses propres œuvres. Donc, effectivement, c'est quand même pas très égal, et d'autant plus que lui dénigre complètement ce qu'elle fait et voudrait qu'elle arrête de peindre pour s'occuper que de lui. Mais le pire n'est pas là. En fait, quand il meurt, Edward Hopper, il lègue tout à sa femme, bien sûr. Elle, à son tour, très peu de temps après, décède, et elle lègue tout au Whitney Museum à New York. Donc, on est en 1968. Donc, le musée est très content, bien sûr, mais que fait-il ? Ils exposent les tableaux d'Edward Hopper. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? On s'aperçoit qu'il n'y a plus de place. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit les œuvres de Joe. On détruit les œuvres de Joe. C'est un autodafé. Ça remonte à 50 ans. Et c'était un des plus grands musées de New York qui a fait ça. Bon, heureusement, quelques œuvres ont échappé à la destruction parce qu'elles avaient été attribuées à Edward Hopper. Bon, je termine. Eh bien, Karine,
Voilà, conclusion, les œuvres des femmes valent en moyenne 50% de moins que celles des hommes. Alors achetez-en, il y en a qui sont vraiment pas chères sur Internet ou dans les petites expositions. Un dernier chiffre éloquent, c'est le tableau d'un artiste masculin vivant le plus cher, c'est David Hockney, 90 millions, Portrait of an Artist. Le tableau d'une artiste féminine vivante le plus cher, c'est ce tableau de Jenny Saville qui s'appelle Propped et qui a été vendu 10 millions. Voilà, cette conclusion est sans appel. Merci. Merci beaucoup.